Je m'appelle Laurent, je suis un des deux cofondateurs d'Op3Team. Moi, c'est Julien Guyot, donc également cofondateur d'Op3Team avec Laurent. On vient tous les deux de la formation. On s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années, Julien et moi. Et on a travaillé ensemble sur des titres certifiés. Donc, on a une expérience au niveau de la formation professionnelle qui est assez étendue. Il y a de ça 5 ans, Julien est venu me voir avec une idée qui pouvait changer un peu le secteur justement de la formation professionnelle et donc changer le quotidien des organismes de formation qui, de façon traditionnelle, sont absolument submergés par la lourdeur administrative, notamment liée au financement de la formation professionnelle. En France, il y a un peu moins de 70 000 organismes de formation qui sont tous impactés par cette lourdeur administrative. Il y a 80% des organismes de formation en France qui n'ont pas du tout d'outils digitaux pour les aider à dématérialiser et automatiser toutes ces tâches administratives. Op3Team, l'idée de Julien à la base, c'est ça. C'est apporter un outil qui va permettre de complètement simplifier, fluidifier tous les workflows administratifs rendus obligatoires par la pratique de la formation en France. Au final, l'organisme de formation, tous les ans, a un bilan pédagogique et financier qui fait état de toute son activité administrative et financière autour de la formation. C'est une obligation qu'il a à remplir tous les ans au mois de mai vis-à-vis de la DRETS, qui s'appelait avant la DIREC, qui est une émanation de la préfecture. C'est une obligation qui est très chronophage puisque c'est pas rare, avant Op3Team en tout cas, de voir des gros organismes de formation qui se bloquaient pendant 3, voire 4, voire 5 jours, plusieurs personnes administratives, pour compulser, retrouver toutes les archives de tous les dossiers de l'année en cours pour pouvoir faire ce bilan. Et aujourd'hui, par exemple, pour être très très pragmatique, la réalisation d'un bilan pédagogique et financier dans notre logiciel, on clique sur un bouton et 4 secondes après, le document est rempli intégralement. Ça, c'est la magie de la data. Au moment où on doit fournir l'ensemble des données, un bouton et ça sort, quoi. Alors, c'est évidemment pas aussi simple que ça dans la construction de l'outil, mais par contre, dans le quotidien de nos clients, c'est ça. Donc, on va faire économiser 70% du temps administratif qui était avant, jusqu'ici, perdu auprès des organismes de formation. Alors, on pense aux gros organismes, évidemment, les écoles, entre autres, les centres de formation d'apprentis, mais la plus grosse partie du marché, c'est des petits organismes de formation, peut-être avec une seule ou deux personnes salariées. Notamment, tous les formateurs indépendants sont considérés comme des organismes de formation et ont les mêmes tâches. Alors pour un formateur indépendant, par exemple, la partie administrative, c'est 50% de son temps de travail qui lui rapporte rien. Ah bah oui, parce que c'est juste, ça sert à rien. Enfin, là, quand le formateur, il gagne de l'argent quand il fait des cours, pas quand il remplit des papiers pour l'administration. Or, de plus en plus, c'est de plus en plus lourd, et la réforme qui est actuelle, qui est très lourde, celle qui a été portée par le gouvernement, par le ministère Pénicaud en tout cas, qui est continuée par Borne aujourd'hui, était réputé vouloir faire disparaître la moitié des formateurs indépendants en France. Et donc nous, notre outil, il aide justement ces CFI, ces consultants formateurs indépendants, à quand même continuer à faire leur métier en respectant leurs obligations. Et nous, en plus, c'est un petit peu finalement une dimension RSE d'Op3Team, c'est que le même produit pour les gros organismes est proposé aussi aux formateurs indépendants, mais juste à un tarif 2 fois moins important. Donc on a vraiment la volonté de donner un outil extrêmement performant qui va jusqu'au bout du taf, qui fait récupérer le temps nécessaire à bien travailler, à développer son business, mais à un prix qui est vraiment, vraiment assez disruptif sur le marché, en fait. On pourrait dire ça comme ça. C'est sur l'année 2021, effectivement, qu'on s'est mis en ordre de marche pour aller chercher une levée de fonds, parce qu'il était nécessaire pour nous d'aller rechercher des financements, parce que l'autofinancement nous a servi à développer le produit, mais ce n'était pas suffisant si on voulait grandir plus vite par rapport à nos objectifs à nous. On a toujours voulu faire une levée. On sait qu'on a créé une start-up et une start-up, c'est fait pour accélérer. Et pour accélérer, à un moment ou à un autre, il faut avoir des fonds et de l'aide en plus de gens savants, experts pour pouvoir aller dans la direction où on veut aller. Donc en fait, ça fait très longtemps qu'on a fait les premières démarches, mais on a presque même commencé à regarder comment on pouvait faire avant de vendre notre produit. Mais à partir du moment où on a eu la traction,
dans l'idéal, on devait faire la levée en 2020. Mais là, le Covid nous a forcé à prendre le temps et à faire des pivots qui étaient nécessaires, qui d'ailleurs sont très salutaires pour nous aujourd'hui. C'est le propre des pivots. Et 2021, là, mars-avril, on a commencé à avoir une traction très forte avec un MRR qui avait des multiplicateurs très intéressants sur un temps court et on a intéressé des fonds. On en a vu beaucoup aussi, des fonds, et il nous fallait surtout un fonds qui soit respectueux de notre modèle. Et puis la levée, c'est aussi d'être accompagné sur plein de piliers dont on n'avait pas conscience quand on s'est lancé. Julien et moi, j'avais déjà créé d'autres petites entreprises, mais rien de comparable avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Julien avait une expérience de création d'entreprise aussi dans le passé, mais tous les éléments qui sont constitutifs d'une entreprise qui peut tenir aujourd'hui 13 salariés. Il y a 6 mois, on était 4, aujourd'hui on est 13. On a encore 2 embauches qui arrivent d'ici le mois de janvier. On sera certainement plus de 15 en tout cas dès le printemps prochain. Peut-être une vingtaine. C'est pas la même boîte que quand on crée son petit studio de graphisme et qu'on travaille dans son salon. C'est une entreprise aussi, mais c'est pas du tout la même chose. Et pour le coup, il nous manquait énormément de compétences. Et donc, le chemin vers la levée de fonds est long aussi, parce que là, c'est Julien qui pourra le plus en parler, sur la dimension DAF évidemment, mais on doit se mettre au carré sur plein de sujets, notamment juridiques. Quand on commence à commercialiser, on est focus sur le business. Donc c'est aller chercher des clients et travailler le produit et notre service. Et forcément, toutes les autres facettes de l'entreprise sont ça passe au second plan, même si c'est extrêmement important, ça passe au second plan. Par contre, quand on se met en phase de levée et qu'on a des fonds et des investisseurs qui commencent à nous titiller ou à regarder d'un peu plus près le fonctionnement de l'entreprise, là, on doit faire très attention à tout ce qui se passe au niveau corporate, au niveau du social, au niveau fiscal, au niveau comptable, au niveau juridique, au niveau administratif. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et si on n'est pas bien structuré ou s'il n'y a pas une bonne répartition des rôles en interne, ça peut vite devenir très compliqué à gérer. Nous, on a la chance d'avoir un binôme qui fonctionne bien. Et c'est vrai que Laurent a la particularité de bien mener toute la partie stratégique et justement négociation avec les fonds. Et donc moi plutôt en back-office de pouvoir traiter de manière structurelle le développement de l'entreprise avec des sujets qui sont plus d'ordre managériaux, RH, administratifs ou financiers. Et l'accompagnement qu'on a eu notamment avec vous, avec Bold, a été fondamental dans la mise en place de procédures et de dossiers pour pouvoir faire un état des lieux au final de notre société avant d'aller voir directement les fonds. Et ça met en évidence des risques. Et tout l'intérêt de ce parcours de levée de fonds et d'accompagnement, c'est à la fois d'identifier les risques, mais c'est surtout de les corriger quasiment en temps réel. Parce qu'après, une fois qu'on a les fonds, là pour le coup, il y a une vraie croissance et on n'a plus le temps de refaire les choses si elles ont été mal faites dès le départ. Donc il y a une vraie logique de structuration d'entreprise qui se fait pendant ce parcours de levée et c'est fondamental pour nous parce que ça nous a permis vraiment de bien identifier nos levées de croissance aussi en interne, en termes de recrutement, en termes de services, en termes d'organisation. Et d'identifier nos besoins de compétences, parce qu'on ne peut pas tout faire à deux et qu'on est déjà 13 et on sait qu'on a des manques à certains endroits, pour recruter efficacement. Et c'est fondamental, parce que le recrutement dans une start-up, c'est peut-être la plus compliquée, la plus longue et stratégique. C'est extrêmement important. On est une jeune boîte, alors on a peut-être l'avantage de l'âge, on est un peu mature sur le plan professionnel, on n'est pas des jeunes génies de 20 ans qui avons trouvé un truc et qui en faisons... une start-up feu de paille ou en tout cas feu d'artifice. On a plutôt une vision très classique de l'entreprise. On veut qu'elle dure, on n'a pas l'intention spécialement de vendre. Mais en attendant, les processus sont les mêmes quand on est incubé et quand on passe du prototype au projet réel. On ne va pas commencer à se mettre en phase sur le juridique attendu à une levée ou au financier.
si on ne sait même pas si on va pouvoir créer la boîte, voire commencer à bouffer un petit peu avec son salaire. C'est démesuré, c'est la perte de temps. Donc forcément, à un moment, quand on arrive à la phase butoir et au processus butoir de la levée, il y a deux éléments sur lesquels nous, on était mais clairement à la rue. C'est la term sheet et la due diligence. D'abord, on a dû se faire expliquer ce que ça voulait dire. Autant vous dire, ouais, c'est bien. Donc, moi, j'ai lu énormément de choses sur la term sheet, évidemment, sur les éléments et tous les articles sur lesquels on doit être très, très vigilant. Je me suis renseigné seul. On avait d'autres conseils juridiques avant qui étaient parcimonieux, très, très chers et qui ne nous ont pas forcément beaucoup aidé là-dessus. C'est la première chose sur laquelle, effectivement, dans le cas de la levée, Bol nous a aidés. Forcément, on a négocié toutes les clauses de la première term sheet qu'on nous a proposée. J'ai trouvé que c'était plutôt bien parce que, comme je vous le disais, l'investisseur n'avait pas des term sheets super agressives. On n'était pas face à un financier pur et dur, on était face à un entrepreneur qui avait de l'argent. C'est autre chose quand même. C'est pas la même mentalité. Donc la term sheet, on a été très accompagné par Paco et toute l'équipe. Et la deuxième chose, donc, c'est effectivement la due diligence. Donc là, renseigner les tableaux financiers sur plein de sujets qu'on n'avait peut-être même pas abordés. Alors j'ai tendance à dire que heureusement que c'était là parce qu'on était vraiment aux fraises et que rien n'était fait, mais c'est faux en fait. On avait quand même fait beaucoup de choses. Julien, dans son coin, avait bien structuré beaucoup de choses et au final, l'audit de due diligence ne nous a pas trouvé dans une situation si désespérée que ça. Malgré tout, le cheminement pour aller jusqu'au bout et aligner les bons chiffres, les bons calculs, les bons tableaux, c'est un travail de structuration qui était très lourd. Ça nous a pris plusieurs mois. Ouais, plusieurs mois, ouais. Et forcément, on n'a pas que ça à faire durant ces mois-là, parce que l'activité est de plus en plus intense. Donc l'opérationnel, il faut faire des choix, ou alors il faut trouver le temps, mais le temps n'est pas extensible pour pouvoir tout mener de front. C'est pas forcément simple. On avait besoin de très rapidement monter en compétence sur toutes ces notions-là et d'identifier rapidement les dossiers, les sujets qui étaient prioritaires à traiter pour pouvoir avancer rapidement, parce que on sait quand on commence notre roadshow, on ne sait pas quand on le termine, et même quand on a trouvé l'investisseur, à partir du moment où on a signé la term sheet jusqu'au closing, il peut se passer beaucoup de temps, et c'est généralement dans cette phase-là où on a très rapidement besoin des fonds parce que voilà, on peut être en limite de trésorerie. C'est aussi pour ça qu'on va chercher des fonds, et c'est pas simple de tout mener de front. À chaque fois, on a pris un bain de connaissances et en même temps des personnes très ouvertes et très pédagogues dans la manière de nous transmettre ces informations-là et ce savoir, qui nous ont fait gagner un temps fou, et de savoir prioriser effectivement les actions à mettre en place rapidement, celles qui peuvent être mises de côté parce que ce n'est pas forcément impactant ou dangereux pour le closing de la levée. Par contre, on sait aussi maintenant qu'on a des projets et des sujets à traiter sur 2022 qui sont fondamentaux pour la boîte, et ça c'est grâce à tout le travail qui a été mené depuis 6 mois en pré-audit et dans le cadre de la due diligence, pour savoir effectivement qu'on a des sujets où on doit travailler pour minimiser les risques au niveau de l'activité et au niveau de la stratégie de la boîte. Ouais. L'acculturation, elle a été progressive, et Julien va dire son point de vue, mais moi j'ai eu l'impression de monter en compétence progressivement. Et comme je te le disais, j'ai travaillé autour de cette notion de term sheet, de méthodologie de levée, etc., sur laquelle on n'avait pas été formé très progressivement et très longuement finalement, pendant un an et demi facile, au moins là-dessus. Donc en fait, j'ai juste cette image d'Épinal qui est encore en souvenir de ce qu'était la levée avant que je sache ce que c'était. C'est top, c'est du pognon qui tombe et puis qui fait que les porteurs de projets, ils sont super riches. Seulement, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, c'est notamment que quand tu fais une levée, forcément, ce qui va se passer à la fin, c'est la revente de la boîte obligatoirement, parce que pour se reluer, il n'y a pas 36 solutions, à moins d'avoir un enrichissement personnel dans l'intervalle, mais il paraît que c'est suspect, on n'a pas le droit. J'avais moi avant l'idée de ce qu'était une levée de fonds, comme tous les gens qui écoutent les infos et qui sont, enfin voilà, c'est une image d'Épinal erronée. En fait, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe et en même temps, il n'y a pas deux levées de fonds qui doivent être semblables, je pense. Donc je pense qu'on en a vu une. On va en préparer une autre
pour 2023. Et ça sera encore différente, évidemment. Ce sera, je pense, d'autres montants. C'est aussi d'autres objectifs qui doivent être atteints et visés par ces futures levées. Là, c'est l'accélération. Le prochain, c'est la croissance certainement externe, voire l'attaque de 2 marchés internationaux. Donc, c'est d'autres sujets. C'est vraiment un moyen, alors qu'en fait, effectivement, on prend ça pour un concept, mais c'est 2 choses différentes, enfin, de mon point de vue. Après, Oui, après, pour en revenir à ta question, on y était déjà préparé et finalement, toutes les entreprises le sont à un moment donné déjà préparées. On n'a pas attendu notre roadshow pour aller faire la levée de fonds pour se dire qu'il fallait mettre en place un business plan, qu'il fallait pitcher, qu'il fallait avoir des documents qui présentent l'entreprise et savoir comment bien mettre en avant le produit. Finalement, on l'a fait dès le départ. Quand on va rechercher les premiers prêts bancaires ou nos prêts d'honneur, c'est des mini-levées. La levée, c'est finalement le même genre de dossier à monter, mais dans une dimension qui n'a rien à voir. Mais on est déjà préparé à ces choses-là. À mon sens, pour moi, vraiment, le gros gap, il s'est vraiment fait au niveau juridique. Là, pour le coup, on rentre dans des mécanismes juridiques qui sont liés au pacte d'associés, à la term sheet, à la dilution, à la répartition des parts, où là, si on n'est pas bien accompagné, on peut vite avoir des manques et se planter et pas trouver le bon investisseur. Donc le principal danger, il est là, c'est vraiment l'acculturation au niveau juridique. Et pour le coup, la BOL nous a vraiment, enfin, n'aurait pas pu faire autrement que de passer par BOL pour être accompagné sur ces sujets-là. Ça fait prendre conscience aussi que, alors Octroi Team, on a notre entreprise, notre structure à part entière, mais c'est fondamental d'avoir tout un écosystème autour de ces entreprises et d'avoir des partenaires qui vont nous faire avancer sur tous ces sujets-là, que ce soit au niveau de la comptabilité, mais au niveau juridique, au niveau fiscal, etc. Et la levée fait prendre conscience que si on n'est pas bien entouré avec des bons partenaires, c'est très difficile d'accélérer en fait. Donc on prend conscience de notre écosystème, hein, nos clients, nos fournisseurs, mais également du coup tous nos partenaires qui viennent nous apporter ce qu'on n'a pas nous en termes d'expertise, et c'est la plupart du temps tout ce qui concerne un petit peu le service, plutôt la partie back-office de l'entreprise. Maintenant, pour la petite histoire, on n'a pas créé cette boîte en se disant qu'on allait faire une levée de fonds, hein. D'abord, je pense que ce serait une connerie, mais en plus, on ne pensait réellement pas faire ce type de structure. L'entrepreneuriat, il y a plein d'entreprises qui se basent sur des couples produits-marché qui ne sont pas forts. Tu peux faire des petites boîtes, tu vois, et créer du job pour 1 ou 2 personnes. Il y a plein d'entreprises différentes. Et nous, quand on s'est lancé, à partir du moment où on a réussi à construire une proposition de service qui était vraiment bankable sur le plan du marché, le plan réellement marketing, là, on a dit, oh, là, il y a un truc, on va mettre le doigt dedans, on va voir jusqu'où ça va. Mais Julien, quand il est venu me chercher, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'un jour on soit là comme ça aujourd'hui, hein. Je continue à m'en excuser, parce que c'est fatigant, mais je crois qu'il est content quand même. Mais après, voilà, tu as des opportunités, et si tu vois que le business, il s'oriente avec des bons alignements de planètes, hein. Enfin, c'est pas ésotérique, hein, la création d'entreprise, mais quelquefois, tu as besoin d'un petit peu des coups de chance. Tu vois, le momentum marché dont je te parlais tout à l'heure avec la certification obligatoire, quand on s'est lancé, on n'en parlait pas de la certification. Qu'elle tombe là, c'est du pain béni. Alors maintenant, je pense qu'on avait une vision de notre métier qui... C'était pas de la divination ou de la prédiction, mais on le connaissait assez pour être assez intelligent sur son évolution. Et quand ces choses-là se sont arrangées, on dit soit on a eu du bol, soit on est juste peut-être pas trop con, parce que c'était exactement ce qu'il fallait faire pour nous. Et aujourd'hui, on est bien aligné, et je pense qu'on a pris beaucoup de très bonnes décisions sur le plan de la stratégie marketing, sur le plan de nos modèles et sur le plan de la différenciation qu'on apporte sur le marché. Ce qui fait qu'une entreprise peut fonctionner, c'est le marché, hein. S'il n'y a pas de demande pour ton produit, c'est pas la peine d'aller te battre non plus, quoi. Tu peux essayer de forcer les gens à prendre ton produit, mais c'est pas ça aujourd'hui que les consommateurs veulent. Et pareil dans le B2B. Donc, d'abord, c'est notre articulation business et marché qui fait qu'on pouvait aller jusque-là.
Et là, ça a été mon boulot à moi de mettre les choses en phase pour qu'on puisse avoir à chaque fois, à chaque point stratégique, un point carrefour, qu'on puisse avoir à chaque fois plusieurs solutions. De la solution la plus sage, qui nous permet une croissance organique, de gestionnaire de bons pères de famille, tu vois, ou si on veut prendre des risques, là ça peut être intéressant, quoi. Donc, à chaque fois, Julien et moi, je me suis efforcé à ne pas... Moi, mon inclination personnelle, c'est toujours prendre beaucoup de risques. Julien, beaucoup moins, il me tempère. Et donc, je me suis toujours fait fort d'avoir toujours plusieurs solutions au moment où on devait prendre des décisions entre la plus risquée et la moins risquée. Et Julien, je ne sais pas pourquoi, jusqu'ici, il a toujours accepté de suivre la voie la plus risquée. Oui. C'est pas faux, hein. Et donc, on a refait le même topo en séminaire il y a 3 semaines avec nos 12 salariés, parce qu'il y en a 2 qui sont arrivés depuis en plus, et on leur a fait le même topo. On a dit, bon voilà, là c'est un autre carrefour, on vient de faire la levée, on peut faire plusieurs choses différentes, où on continue à croître, mais gentiment et prudemment, et c'est très bien, et dans ce cas-là, il y a ça et ça et ça, comme qui sont les prochaines étapes, où on continue et on essaie d'accélérer le plus fort parce qu'il y a un vrai potentiel. Tout potentiel n'est pas obligatoirement utilisé sur le plan stratégique. Et finalement, on a eu une levée d'honneur. Non, maintenant, foncez, on continue à prendre des risques, on les prend avec vous. On a mûri effectivement sur la partie structurelle, on a mûri sur notre produit, sur notre... mais en fait, on a surtout mûri, nous, en tant que dirigeants. La levée, elle nous sert à ça, elle nous sert à prendre réellement conscience de notre place en tant qu'entrepreneur dans l'entreprise. Et on sait que là, on a dû passer par un exercice qui n'était pas simple et qu'on a bien réussi. Et maintenant, on sait ce qu'on doit faire. On doit apporter la vision et on doit le planifier et on doit l'organiser sur les prochaines années. Et c'est dans ce sens-là où quand Laurent il dit qu'il se donne la possibilité d'avoir plusieurs choix à des moments importants de la vie d'entreprise, moi, mon job, c'est de minimiser tous ces risques-là derrière. Et bien, il n'y a pas de secret, c'est comme pour monter une levée de fonds finalement. Il suffit de le planifier, de l'organiser, de le structurer, mais rien n'est impossible. On a pris en fait, ça nous ouvre les chakras, hein, ça nous ouvre des perspectives. Quand on a commencé, on était à des années-lumière de savoir le potentiel qu'on peut faire, qu'on peut avoir dans une entreprise comme la nôtre en fait. Et on ne s'interdit rien. La seule interdiction, c'est de partir tête baissée si on n'a pas mesuré les risques en fait. Donc notre job à nous, c'est d'ouvrir toutes les possibilités et d'identifier tous les points de danger. Et c'est ça notre job finalement avec Laurent pour pérenniser la structure et les emplois. Parce qu'on n'a pas fait ça juste pour nous. Maintenant, on a aussi de la responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs de maintenir les valeurs, de maintenir la culture d'entreprise et de travailler en bonne intelligence et en bienveillance dans l'entreprise. C'était à la base aussi pour ça qu'on a créé cette entreprise-là. Et là, on a un horizon 2023. Voilà, on sait ce qu'on doit faire là jusqu'à 2023. Et ensuite, on écrira où on va essayer de coucher rapidement toutes les possibilités qui nous seront offertes après ce prochain carrefour. En fait. Des objectifs intermédiaires déjà extrêmement opérationnels. Hein. Maintenant, il faut qu'on atteigne un certain niveau de business. Donc ça, tout le monde a compris que si l'effort va être intense là-dessus et éreintant aussi, voire stressant aussi par moment, c'est parce que derrière, le business va être employé. C'est qu'une étape qui va nous permettre d'aller jusqu'à la prochaine levée, qui va peut-être nous permettre de faire de la croissance externe ou effectivement aller chercher un autre marché en Europe et donc élargir le nôtre. Ou prendre notre produit pour aller le placer sur un autre marché que la formation professionnelle. Parce qu'au final, on choisit la formation professionnelle parce que c'est un POC simple, hein, une preuve de concept simple pour nous, c'est là où on est les plus experts. Mais notre produit, on peut le mettre sur n'importe quel autre marché maintenant. On a fait la preuve sur un marché plutôt compliqué qu'on pouvait mettre des workflows facilement sur un prix disruptif pour les petites entreprises. Moi, demain, si on doit mettre un logiciel de gestion administrative pour les TPE,
Là, ce n'est pas seulement la France qui est intéressée, c'est l'ensemble des pays qui ont des petites entreprises. Donc, on a des économies d'échelle sur notre outil qui existe déjà. Avec des mises de fonds un peu moindres, on peut l'adapter plus facilement. On l'a déjà testé sur d'autres secteurs d'activité. Donc là, on est vraiment en train de parler de business plus que d'autre chose. Mais je me suis attaché à faire en sorte que notre proposition d'entreprise soit très scalable. Et elle l'est réellement. Donc maintenant, si on a des axes pour faire de la scalabilité qu'on veut le faire, eh ben, on n'a plus qu'à aller chercher des fonds.